Le roi est isolé, disais-je, car le roi est isolé en ce sens qu'il se bat contre toutes les démocraties qui ne sont pas la sienne, la démocratie politique de son élection. C'est-à-dire, il se bat contre la démocratie d'opinion. Les sondages d'opinion, les manifestations, c'est une forme de démocratie, même si elle n'a pas le pouvoir de la décision, elle a le pouvoir de l'expression. Il se bat contre la démocratie sociale. Ce sont les syndicats, c'est-à-dire que dans un projet de loi sociale, le fait de la négociation et le compromis sont des éléments clés du bon fonctionnement. Et il se bat contre la démocratie parlementaire, troisième point, en ne permettant pas le vote. Et alors c'est vrai que c'est très incompréhensible, parce que la logique c'était d'aller au vote. Vous ne pouvez pratiquer le 49.3 maintenant. Le 49.3, alors on nous dit Rocard l'a fait 28 fois le 49.3. Ça n'est plus un argument. Les choses ont changé, nous avons changé d'époque. Le 49.3 n'est plus acceptable qu'à l'issue d'un très long blocage à l'Assemblée nationale par le jeu d'obstruction parlementaire, et à un moment donné on dit ça n'est plus possible, on ne peut pas continuer. Mais si vous avez utilisé la procédure accélérée de l'article 47.1 que tous maintenant nos auditeurs ont appris à connaître par cœur, oui, c'est contradictoire avec le fait que le débat est interminable et il faut bien un moment en l'achever. Mais quoi, Jérôme Jaffray, Emmanuel Macron, c'est le coup d'État permanent ? Non. On vient de vous entendre dire qu'il se bat contre toutes les formes de la démocratie parlementaire, sociale. Alors, ça n'est acceptable que s'il fait comprendre l'intérêt supérieur du pays. Parce que tous ces éléments, il peut expliquer qu'effectivement, il y a un moment donné où l'intérêt supérieur du pays l'exige, c'est absolument nécessaire de faire cette réforme. Or, cette bataille-là a été malmenée, a été perdue, et du coup, on s'est retrouvé avec un projet mal bâti en permanence, où on a passé son temps à expliquer sur tel ou tel point, ça fonctionne pas, c'est pas ça, les années de durée de cotisation sont pas les mêmes, 1200 €, etc., oui. Les 1200 €, les carrières des femmes, enfin bref, toute l'argumentation s'est effondrée au fur et à mesure. Donc on a une situation où le président se trouve effectivement, et je ne partage pas l'avis de Gilles Finkelstein, pour reprendre dans le débat, puisque j'arrive tardivement, quand il dit, mais il le faisait à titre d'hypothèse, avec sa finesse d'analyse coutumière, qui était que ça n'aurait pas de conséquences. Pas beaucoup. Ça a d'énormes conséquences. Énormes conséquences. C'est-à-dire que vous avez une situation où l'Assemblée ne peut plus fonctionner en vérité pour trouver une majorité sur des textes. Ça change tout. Pas de majorité sur les textes, parce qu'aucun accord avec les Républicains n'a plus de valeur. Allez faire un accord avec les Républicains pour voter un texte. Quant à la gauche, elle est devenue très dure. Et la partie lyotte des centristes radicalisés dont vous parliez aussi, c'est-à-dire que vous ne trouvez plus une majorité pour voter des textes importants. Et depuis 2008, je rassure Natacha sur ce point, l'usage de l'article 49.3 est quand même très limité maintenant. Hormis les textes budgétaires, c'est un texte par session, point final. Depuis la commission Balladur et la réforme Sarkozy. Vous ne pourrez pas recommencer à le faire éternellement. Tout ça nous conduit à penser que cette Assemblée ne pourra plus durer très longtemps et que le président de la République est à la recherche d'un moment pour dissoudre. Mais si il veut dissoudre pour dire aux Français, voulez-vous les 64 ans, il envoie au massacre les députés macronistes, c'est évident. Et donc, pour lui, c'est beaucoup plus le chaos, le blocage, la violence à l'Assemblée qui est en permanence, qui font qu'il peut essayer de trouver des thèmes. Ça demande forcément quelques mois. Mais l'Assemblée étant pratiquement bloquée pour voter des textes, la question de sa survie se pose.